Je demande maintenant à M. le Président Herman Van Rompuy de me rejoindre à la tribune. Merci. Altesse royale, Monsieur le Président du Parlement européen, cher Jerzy, Monsieur le Président de la Commission, cher José Manuel, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Claude, Madame la Commissaire et Vice-présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation et les membres, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. Bien sûr, je suis très honoré de recevoir le collier du mérite européen aujourd'hui. D'autant plus que même avec mes 63 ans, je n'ai pas l'air, mais que c'est quand même ça. Je suis tout jeune sur la scène européenne. Quoique, dans les temps que nous vivons, une seule semaine en politique européenne semble parfois durer un mois. Donc mon ancienneté formelle est d'1 an, mais qualitativement, cela me semble beaucoup plus longtemps. Mesdames et messieurs, c'est le seul argument que je puisse deviner pour mériter ce collier de mérite. Mais on peut recevoir le prix Nobel en début de mandat, et donc je ne vois aucune raison pour refuser celui-ci. Disons que c'est d'autant plus grand et le respect que je porte en moi envers les co-lauréats qui portent le fardeau de la politique européenne depuis bien plus longtemps sur leurs épaules. Et je pense naturellement avant tout à Jean-Claude Juncker et son expérience inégalée dans le Conseil européen, dans les institutions européennes et dans l'Union européenne. Jean-Claude, je profite de cette occasion pour te dire ces mots d'amitié, de reconnaissance et d'admiration. Je suis aussi heureux de pouvoir m'exprimer ici ce soir devant vous sur un thème cher à nous tous, l'Union européenne primordiale dans un monde en mutation. Les choses que nous, nos 27 pays, font ensemble au sein de notre Union touchent nos valeurs fondamentales. On parle trop peu de nos valeurs, on parle trop de nos intérêts. Mesdames et messieurs, nos valeurs ne changent pas. Le monde change, mais nos valeurs ne changent pas. La liberté de chacun, la solidarité entre les peuples, la sécurité de nos sociétés, l'espoir que notre projet commun incarne toujours. Mais prenons 2 valeurs encore plus fondamentales, si j'ose dire, la paix et la prospérité. La paix, dites-vous, n'est-ce pas quelque chose pour les générations d'après-guerre? N'est-ce pas quelque chose qui a perdu son intérêt pour les jeunes? Pas du tout. Et comme Jerzy Buzek, je pense aux pays des Balkans occidentaux et leur désir de venir rejoindre notre cercle européen. Cette volonté fait suite à une période de barbarie et de violence qui nous semblait à tous impensable en Europe d'aujourd'hui. Cette période n'est que 15 ans derrière nous, 15 ans. 1000 kilomètres d'ici, on assistait à des actes de génocide dans notre Europe, dans notre propre Europe. Cette expérience, toutefois, devrait nous inciter encore davantage à accueillir les pays du Balkan occidental, puisque quasiment tous ceux qui font actuellement partie de l'Europe ont connu de profondes secousses au cours du XXe siècle. C'est le cas de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg, de mon propre pays et des autres pays fondateurs,
après la destruction provoquée par la Deuxième Guerre mondiale. C'est le cas pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal après la chute des dictatures. C'est le cas des anciens pays communistes qui nous ont rejoints après la fin de la guerre froide. L'Europe est la réponse à la guerre. L'Europe est une œuvre de paix. Sans la guerre, il n'y aurait pas d'Europe. C'est notre réponse aux atrocités de la Deuxième Guerre. Et après la guerre froide, on a accueilli dans notre sein 10 nouveaux pays. Et les derniers restants de la guerre et de la guerre froide, c'est le Balkan occidental. Et leur entrée dans notre union est un moment tout aussi important. Elle mettra un terme à la plus longue guerre civile de l'histoire moderne de l'Europe, ni plus ni moins. Donc à tous ceux et à toutes celles qui nous disent que la paix ne peut plus être un argument valable en Europe, c'est que c'est une notion du passé, disent certains. Si cela est vrai, le passé a commencé très tôt. C'est mon premier message. La paix est toujours un argument. J'en viens à mon deuxième message principal. L'Europe est indispensable pour la prospérité pour nos citoyens. C'est pour cela que nous avons un marché commun et des politiques de solidarité par rapport aux régions et pays pauvres. C'est pour cela que nous devons garantir la stabilité de notre euro. C'est pour cela que nous coordonnons nos politiques économiques. Mesdames et messieurs, les problèmes d'un pays sont les problèmes de tous les autres. L'expérience de l'euro et l'expérience de la crise de l'eurozone nous l'a appris. Mais inversement, chaque pays doit mener une politique adéquate parce qu'il est responsable, il est co-responsable envers les autres pour le bien-être commun. On a des droits, mais on a aussi des devoirs en tant que pays. Cette crise financière et de l'euro est une crise qu'on aurait pu éviter si on aurait pris ses responsabilités beaucoup plus tôt dans certains États membres. Et cette crise aurait pu éviter si on avait pu créer des instruments à temps. Mesdames et messieurs, ainsi, le monde en mutation exige que nous organisons mieux pour notre sécurité et pour notre prospérité. L'Europe ne peut pas se permettre d'être marginalisée au monde. Nous sommes 500 millions d'Européens, produisons 22% du produit intérieur brut mondial. Nous sommes la première puissance commerciale au monde. Nous sommes le plus grand donateur d'aide au développement au monde. Et ensemble, nous pesons trop peu au plan mondial pour défendre nos intérêts et pour défendre nos valeurs. On ne doit pas forcément parler d'une voix, mais il faut donner le même message et prendre les mêmes positions. Le Conseil européen entend jouer un rôle important, comme le traité nous le demande, dans la politique extérieure, déterminer les grandes lignes, formuler nos intérêts stratégiques. Nous allons ensemble définir notre cap stratégique. J'ai pris l'initiative pour que le Conseil européen détermine aussi dans la politique étrangère une orientation commune pour toute l'Union, donnant les grandes orientations de la politique. Une toute dernière remarque. L'Europe est primordiale, on le sait et on se le dit. Mais en tant qu'hommes politiques, nous ne pouvons travailler dans le vide. Nous avons besoin du soutien de nos citoyens et de nos peuples. Comme votre père, votre Altesse a dit, quand il a accepté le prix Charlemagne au nom du peuple luxembourgeois à Aix-la-Chapelle en 1986 dans un discours remarquable, et je cite, « L'Europe unie ne pourra se faire que quand elle est portée par les volontés des peuples. Denn ein geeintes Europa kann nur zustande kommen, wenn es vom Willen der Völker getragen wird. » Au-delà des efforts de tous les jours pour combattre les crises, de défendre nos intérêts
C'est cela que nous devons garder à l'esprit. C'est le message que les jeunes ont voulu adresser à nous et que je retiendrai pour nos actions futures. Mesdames et messieurs, parce que je voudrais bien un jour vraiment mériter le collier du mérite européen. Merci.